Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors je pensais pas vraiment faire une vidéo sur ça, mais l'actu fait que il faut revenir sur ça. Mais ces derniers jours, la dernière semaine en gros, Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls, et Arturas Karnisovas, le vice-président des opérations basket, ont fait un petit peu l'actu. Alors AK un peu malgré lui. Mais on va revenir sur ça. D'abord, on va parler de Jerry Reinsdorf parce que c'est c'est assez hardcore. Donc la semaine dernière, lundi dernier, il y avait une conférence à Los Angeles, un panel un petit peu, où il a un peu parlé de ses méthodes pour réussir, être un bon proprio de franchise, etc. C'était une sorte de conférence sur le business dans le sport et comment les propriétaires de franchise changent au fil du temps, parce que comme lui, ça fait une éternité qu'il est là, malheureusement. Il a donné son expertise. Alors, non, il n'a pas dit, j'ai juste eu la chatte d'acheter les Bulls au moment où Jordan était dans sa saison rookie. Et ensuite, j'ai juste laissé la thune venir dans le coffre et j'en ai rien ressorti parce que le public de Chicago, même si les Bulls et les White Sox en baseball, ça fonctionne pas des masses, ils continuent de venir, ils achètent les tickets, ils achètent les maillots, etc. Donc je me fais des couilles en or. J'ai même pas besoin que les équipes que je leur donne soient forcément compétitives. Il aurait pu dire ça aurait été beaucoup plus rapide, mais il l'a pas fait. Mais j'avais d'ailleurs écrit à ce sujet, hein, il y a, au moment de la pandémie, quand il y a eu donc l'arrivée d'Arturas Karnisovas, le renvoi de Jim Boylan, j'avais écrit un article sur Reinsdorf et le fait que il s'en bat les couilles totalement du sportif et que voilà, il est là juste pour faire ramener la thune dans la caisse et surtout pas en sortir, hein, vu qu'on sait qu'à chaque fois l'objectif c'est de pas dépasser le salary cap pour pas payer la taxe, etc. Donc bref. Mais bref, donc déjà, Rachel Nichols, qu'on n'avait plus vu depuis un moment, présentait cette conférence, ce panel, et commence à introduire donc tous les participants. Et en parlant de Jerry Reinsdorf, elle dit donc il a gagné 6 titres avec les Bulls, un avec les White Sox, et donc c'est un proprio qui a un parcours impressionnant, qui est une référence en termes des proprios de franchise qui ont réussi. Ouais, enfin, on sait tous qu'il n'y est pas pour grand chose, mais enfin bref, voilà. Mais bref, il a sorti quelques déclarations qui, je pense, valent le détour quand même, donc je vais vous les lire. Tu ne peux pas laisser tes décisions être guidées par les émotions et par ce que tu penses que les gens veulent. Dans le même temps, tu dois prendre en considération ce que les fans pensent, sinon ils ne vont pas acheter tes tickets. Ouais, ok. Mon idée est d'essayer de gagner à chaque fois, en sachant pertinemment que ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une équipe qui gagne chaque saison, mais si tu finis deuxième, troisième ou quatrième, ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise saison. Donc le mec il nous vend que c'est pas grave de pas gagner, hein. Je pense que ce qui est important pour les fans, même si ce qu'ils veulent c'est gagner des titres, ils veulent que l'équipe soit encore compétitive et joue des matchs à enjeu quand on arrive dans le dernier mois de la saison. Et si on fait ça de manière constante, les fans seront contents. Donc voilà, Jerry Reinsdorf, pour lui, c'est carré. Si on va en playoff chaque année, pour rien y foutre, tout va bien. Parce que voilà, ça ramène de la thune et comme ça, il est content. Et pour lui, les fans sont contents. Voilà, si on va en playoff tous les ans, même si on passe pas un tour pendant 3-4 ans de suite, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, il a dit aussi, si tu penses savoir plus de choses que ton general manager, alors tu as un mauvais general manager. Parfois, je dois me retenir et les laisser prendre les décisions par eux-mêmes. Oui, ça aurait été bien que tu interviennes quand même de temps en temps, si tu en avais quelque chose à foutre, mais comme c'est pas le cas, ça aurait été. Voilà, hein. Parce qu'il y a eu des décisions quand même au fil des années. Tu prends juste la période Garpax, euh, il y avait quand même de quoi faire. Il y a quand même des moments où tu aurais pu. Hein, mais bon, voilà. Ça c'est quand on a quelque chose à secouer. Sinon, tu fais comme tu fais, c'est-à-dire rien du tout. Et c'est très bien comme ça. Euh, Déjà, tu aurais pu régler la communication dans la franchise. Parce que clairement, ça n'a toujours pas été réglé. Parce qu'on a appris jeudi, par un insider des Bulls, Darnell Mayberry, qui est très très bon d'ailleurs, pour moi un des meilleurs insiders des Bulls, qui nous sort que Arturas Karnisovas aurait été prolongé ces derniers jours, ces dernières semaines.
Et là, franchement, déjà, ça te rappelle que l'été dernier, ils auraient prolongé Billy Donovan, mais c'est un insider qui a sorti l'info en novembre, et ça n'a toujours pas été officialisé par les Bulls. Et là, Karnišovas, pareil, il y a quelques jours, on lui aurait prolongé son contrat sans que personne ne soit au courant, on nous dit rien, on n'est pas, tu vois, ça vaut pas le coup de faire une annonce ou quoi, je sais pas, enfin bref. Mais maintenant qu'on sort d'une saison qui représente un pas en arrière pour nous, parce qu'on n'est pas allé en playoff, on a été en dessous des 50% de victoires quasiment toute la saison, je crois que la dernière fois c'était début novembre. Au niveau des résultats, c'était... Mais surtout, pourquoi? Donc déjà le timing est pas génial, mais pourquoi le cacher? Pourquoi faire ça en cachette? Billy Donovan, pareil, là pourquoi? C'est ça qui continue d'être une aberration absolue dans cette franchise. La communication est d'une catastrophe absolue. D'une catastrophe absolue. Euh, Maintenant, est-ce qu'on peut en profiter? Je pense que oui. Pour faire un bilan de ce que Arturas Karnišovas a fait à Chicago, ça fait quand même 3 ans qu'il est là maintenant. Euh, mais bon, avant de faire un bilan sur ça, on va... euh, on- enfin, comment dire? Faire un bilan, mais aussi essayer de déterminer ce qui mérite d'être prolongé. Et là, pour le coup, on va revenir sur Reinsdorf. Parce que pour Reinsdorf, oui, oui, sur toute la ligne, Arturas Karnišovas mérite d'être prolongé parce qu'il a réussi sa mission qui était de faire revenir du public au United Center. Et en plus, il ne paye pas la taxe. Donc pour Reinsdorf, c'est fabuleux. Parce qu'il faut quand même rappeler que Reinsdorf, il a décidé de se séparer de Foreman et Paxson. Et encore, Paxson, il reste, tu vois, avec un emploi fictif dans les bureaux en tant que conseiller, un truc un peu à la con, mais histoire de... Parce que voilà, c'est un gars qu'on aime bien, on lui file des sous. C'est un emploi fictif. Mais il a décidé de enfin se séparer de ces gens-là, uniquement, donc l'année où il y a eu le Covid, la saison qui était terminée, ça a repris dans la bulle, mais les Bulls n'y étaient pas. Parce que cette saison-là, tu commençais à voir des sièges vides au United Center. Tu commençais à sentir le ras-le-bol des fans qui commençaient à dire bon, maintenant ça suffit, ça fait des années qu'on fait une reconstruction qui sert à rien, ça fait des années qu'on se farcit Garpax et leurs décisions dégueulasses, Fred Hoiberg on n'en peut plus, Jim Boylen on n'en peut plus. Il y en a marre. Et tu voyais les sièges vides qui commençaient à arriver, tu vois les matchs, tu avais le parquet et derrière les rangées, c'est tous les abonnés, les sièges vides qui commençaient à s'accumuler. C'est là qu'il s'est dit, hey, il y a moins d'argent qui rentre, on va peut-être commencer à faire quelque chose pour relancer l'intérêt des fans, tu vois, passer de là à là, même si on n'aura toujours pas de titre, hein, mais on sera un peu plus dedans, et donc du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, on est passé de affluence numéro 1 de la ligue à un peu moins, je crois qu'on a fini la saison du Covid 4e. Il y a eu du changement qui était fait pour redynamiser ça, et mais s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu les sièges vides, tout ça, on aurait encore Garpax à l'heure actuelle. Mais c'est clair et net. Donc, Arturas Karnišovas est arrivé, Mark Eversley est arrivé, Jim Boylen a dégagé à la première seconde où Karnišovas était en mesure de le faire. Et ça a redonné un peu d'espoir aux fans. On s'est dit, ça y est, il y a enfin du changement, on s'est débarrassé de Garpax, qui était infâme pendant plus d'une dizaine d'années. Maintenant, ça va repartir. Et on a fait une super saison l'année dernière. On est retourné en playoff. L'ambition est revenue. On a été premier pendant une grande partie de la saison régulière, même si sur la fin, bon, ça a un peu chuté. Mais voilà, l'enthousiasme était là. Les fans sont revenus. Et on a un peu surfé sur cette vague-là, sur cette saison qui vient de finir. Et donc ces 2 saisons-là, l'année dernière et celle-ci, on est redevenu premier à l'affluence moyenne en NBA. Donc Jerry il est content. La thune revient encore plus dans les caisses. On continue de vendre des maillots des Rosanne, Lavigne, etc. Dosunmu parce qu'en plus c'est un local, donc ça c'est fabuleux pour lui. Et on continue de ne pas payer la taxe. Donc voilà, pour Jerry Reinsdorf, c'est parfait. Que l'équipe soit bonne ou pas, il s'en bat les rouleaux. On l'a déjà dit 1000 fois dans ses vidéos. Donc voilà, je l'ai même dit au début. Donc voilà, ça c'est clair. C'est clair et net. Reinsdorf, il s'en fout complet. Maintenant, si on veut revenir sur Karnišovas et faire une sorte de bilan depuis qu'il est arrivé à Chicago, donc ça fait 3 ans maintenant, on a dit, je pense qu'on peut quand même estimer que dans les grandes largeurs, cette prolongation, si elle est bel et bien
effective, si elle est bien et bien officielle, euh, elle est quand même assez méritée parce qu'il a, je trouve, fait ce qu'un GM doit faire, surtout dès qu'il est arrivé, réaliser des gros moves, prendre le contrôle, montrer que c'est lui le patron et prendre des risques. Et il a fait ça très rapidement. Parce qu'encore une fois, il a viré Jim Boylen à la première seconde où il a été en capacité de le faire. La première trade deadline qu'il a dû faire, il a transformé Wendell Carter, qui perdait totalement confiance chez nous, Otto Porter, Luke Cornett, Daniel Gafford en Nikola Vucevic, Troy Brown, Daniel Tice, Alfaro Camino, etc. 3 mois plus tard, il a transformé Satoransky, Garrett Temple, Aminou, Daniel Tice en DeRozan, Caruso, Lonzo Ball en multipliant les sign and trade alors que tout le monde se disait mais comment il va faire, il n'y a aucun asset, personne ne va venir récupérer ces joueurs-là, ils sont tous en fin de contrat, etc. Il a fallu mettre des pics dans tous ces deals pour DeRozan, pour Vucevic, pour Lonzo Ball, etc. Et on le paye encore aujourd'hui parce qu'on a à l'heure actuelle un pic sur les 3 prochaines drafts, que ce soit premier et second tour. On a le pic 2024, le premier tour. Tous les autres, ça a été dégagé à droite à gauche, à San Antonio, aux Pelicans, à Orlando, etc. On continue de le payer. Et à chaque fois que Vucevic manque un tir à 3 points ou se fait enrhumer par un type en défense, j'ai 10 tweets en notification pour me dire putain, on n'aurait jamais dû faire Strad, nanana, on a mis trop d'assets, etc. On a mis trop d'assets, ça c'est sûr. On a donné trop de pics de draft, etc. Mais encore une fois, comme on l'a dit à l'époque, comme je l'ai dit plusieurs fois et je vais le redire, je persiste et je signe, c'était un trade qu'il fallait faire. Parce que dans la situation dans laquelle on était à l'époque, quand tu es une équipe de bas de tableau, que tu veux récupérer des joueurs niveau All-Star, parce que Vucevic était All-Star cette saison-là pour la 2e fois de sa carrière, et ben tu es obligé de lâcher un peu les quelques assets que tu as, quoi. Euh, Encore heureux qu'on n'ait pas dégagé la vigne à ce moment-là. Mais tu es obligé de faire des concessions, de prendre des risques. Alors après, ça réussit pas, c'est toujours plus... voilà, c'est dans la durée que tu te rends compte. Vucevic, mine de rien, ça a été un de nos joueurs les plus réguliers cette saison, donc tu peux difficilement le blâmer tu peux pas donner l'intégralité du blâme à Vucevic sur la saison qu'on vient de faire. Et puis Orlando, bah voilà, c'est pas comme si Wendell Carter était devenu un monstre absolu. Après la draft de Franz Wagner, et puis là le pic qui va leur arriver, c'est sûr que ça par contre c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, à l'époque, il fallait le faire. Il fallait le faire, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, Ce qu'il faut aussi rappeler que dans la première année où Karnišovas était là, un des, un des objectifs aussi, c'était de redevenir crédible aux yeux de toute la ligue. Parce que pendant des années avec Garpax, le reste de la NBA pissait sur les Bulls. Hein, à chaque trade, tu vois, on se faisait toujours enrhumer, mais quelque chose de violent. Donc là, il fallait montrer tout de suite à Zach LaVine qu'on voulait en faire le cœur du projet et qu'on allait l'entourer. Donc on a fait venir Vucevic qui était un All-Star. Derrière, on a fait venir DeRozan, Caruso, Lonzo Ball, etc. Ce qui a permis ensuite de convaincre Zach LaVine de rester, de signer cette extension en contrat max et de confirmer, voilà mon gars, le projet il est autour de toi. Mais parce que pendant des années, Zach LaVine, il jouait le bas de tableau, il jouait la draft, entouré par des Denzel Valentine, des Cristiano Felicio, des Chris Dunn, etc. Il commençait à en avoir plein le cul, donc il fallait le convaincre que voilà, on était sur un projet plus sérieux, qu'on avait besoin de lui et qu'on voulait qu'il soit à la tête de ce projet. Maintenant, il y a des trucs évidemment que tu peux reprocher à Arturas Karnišovas, notamment, je pense, c'est d'avoir été trop laxiste sur le dossier de Lonzo Ball. Parce qu'il il aurait peut-être pu et dû prendre les devants avant et pas attendre de voir ah tiens, au bout de la 3e opération, on va peut-être essayer de faire quelque chose pour l'amène. Parce que tu le savais dès le départ qu'il était blessé et dès le début, tu aurais dû essayer d'aller chercher quelqu'un capable de tenir l'amène tous les soirs sur plus de 10 minutes, ce que Dragic n'a jamais été capable de faire. Il fallait le reposer lors des back-to-back. S'il jouait 15 minutes un soir, il fallait le mettre dans la glace. Donc c'est quelque chose qui aurait dû être réglé avant. Là, Pat Bev est arrivé sur la dernière trade deadline, a fait une fin de saison correcte, mais là, c'est sûr que s'il réclame entre 13 et 15 millions la saison pour rester, t'es gentil, Pat, mais on va chercher autre chose quand même. Donc, il faut gérer la main. Et ça n'a pas été fait sur les 3 dernières trade deadline. Et ça, c'est sûr que tu
tu peux le porter dans le côté négatif du bilan de Karnišovas. C'est sûr que ça se pose là. Tu peux aussi lui reprocher, tu peux te poser des questions sur sa communication. C'est vrai que c'est pas toujours très clair, c'est pas toujours très fluide, notamment cette saison. Même si après, tu peux aussi dire qu'au final, il est dans la défense de son bilan et donc ça peut se comprendre un petit peu, qu'il n'a pas envie de tout péter maintenant et que c'est pas non plus nécessaire d'absolument tout péter non plus. Comme on l'a dit plusieurs fois dans ces vidéos, je pense que c'est plus une question de faire des retouches à droite à gauche que vraiment tout exploser, trader tout le monde, dégager tout le truc, repartir à zéro sur une reconstruction. C'est clairement pas l'idée. Et puis voilà, on sait que Karnišovas, c'est un mec qui dévoile pas son plan, qui agit dans l'ombre, en secret, qui dévoile pas voilà, ce qu'il veut faire, etc. Donc c'est parfois toujours un petit peu compliqué de lire ses intentions. Et c'est pour ça que parfois c'est un petit peu frustrant quand tu es de l'extérieur. Mais après, ça reste. Si tu te mets à sa place, voilà, tu vas pas dire à tout le monde je veux faire ci, je veux faire ça. Parce que bah, voilà, tu vas absolument pas dévoiler ton plan. Donc ça reste explicable. Tout n'est pas parfait clairement dans son bilan, il y a des erreurs, tous les dirigeants font des erreurs. Si tu veux, tu peux chipoter en disant que tu aurais peut-être drafté quelqu'un d'autre à la place de Patrick Williams ou même d'Allen Terry l'année dernière. Pourquoi pas, dans l'absolu, tu peux débattre de plein de trucs comme ça, mais je pense que là, il a compris qu'il y avait une nécessité de faire des changements, des réglages. Et c'est pour ça que pour moi, cet été va être important et que c'est après les mouvements qu'il allait faire cet été que j'aurais dit, bon, là, on peut lui signer une prolongation ou pas. Si cet été, il va te chercher des shooters, il va te chercher un meneur qui prolonge Vooch ou Kobe White, etc., sur des contrats pas trop énormes, etc., et qu'on se retrouve avec un roster plus, comment dire, complet, plus cohérent, avec des shooters, des mecs qui rentrent du banc, qui sont capables d'envoyer des 3 points dans tous les sens. Voilà, si on arrive à régler les problèmes comme ça, là, tu peux te dire, ok, Karnišovas, il a super bien bossé cet été. Eversley a super bien bossé cet été. On les prolonge, il n'y a pas de problème. Là, c'est le timing. Maintenant, au sortir d'une saison aussi frustrante, parce que tu sens qu'il y a du talent, mais on s'en sert pas tout le temps. C'est pour ça que ça me paraît un peu plus compliqué maintenant. Ça aurait été après les moves de l'été, s'ils avaient été bons, tu te dis ok, là, ok, ça a du sens. Là maintenant, s'il y a véritablement eu prolongation de Karnišovas la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, ça me paraît compliqué. Donc je sais pas, on va voir. Moi personnellement, j'aurais attendu cet été. Je suis impatient de voir les moves qu'on va faire cet été, voir ce qui va se passer. Déjà, est-ce qu'on va communiquer sur ces prolongations ou pas de Donovan et de Karnišovas? Ce serait une idée quand même qu'au bout d'un moment, on se dise les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va peut-être récupérer un pic de draft la semaine prochaine avec la loterie? Je vais rappeler les dates, les horaires. Quel genre de move on va faire cet été? Ça va être des trucs extrêmement, extrêmement intéressants à suivre. Donc on va attendre de voir comment ça va se passer. Une fois que la loterie sera passée, je referai une autre vidéo pour parler un petit peu des contrats de chaque joueur, de ceux qui sont en fin de contrat, les cap holds, ce que ça maintient dans le salary cap, comment ça va se dérouler, quelle marge on a pour signer des free agents. On va faire un petit peu dans le détail tous les chiffres, etc., les durées des contrats de chacun, ce qu'on peut éventuellement viser, pourquoi pas, quel genre de joueur peut être intéressant pour nous, si vraiment ça peut... Ouais, vous pouvez proposer des noms, j'essaierai de faire une liste de noms, même si j'en ai déjà un petit peu parlé à droite à gauche. Mais bon, on fera ça après la loterie, parce que si jamais par miracle on récupère un pic, ça modifie quelques trucs. La loterie, donc dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 mai, à 2h30 du matin, donc 2h30 du matin, le mercredi à 2h30 du matin, le 17 mai, on a 8,5% de chance de finir dans le top 4 et donc de conserver notre pic. On a 1,8% de chance de récupérer le premier pic de la draft. Et donc de prendre Wembanyama. Parce que ça va très très probablement se faire comme ça. Donc on va surveiller ça. On va essayer d'incanter tous les dieux qu'on connaît, brûler des cierges, etc. Attirer toutes les chances de notre côté. Parce que voilà. Mais c'est quand même invraisemblable. Au sortir d'une saison où tu avais un roster avec Caruso, Lavine, DeRozan, Vucevic, etc., te dire, on en est réduit à espérer qu'on finisse dans le top 4 de la draft, quoi. C'est assez...
c'est assez dingue, mais voilà, c'est la situation au jour d'aujourd'hui, donc faut faire avec et essayer de repartir de l'avant. Et je pense que les moves de cet été seront très très importants pour ça. Et c'est pour ça que, voilà, encore une fois, j'aurais attendu de voir les moves de cet été pour prolonger Carly Chovas personnellement. Mais si les Bulls étaient une franchise bien gérée depuis le haut, on le saurait depuis le temps. On sait très très bien que c'est pas le cas, donc voilà, c'est comme ça. Voilà, vidéo après la loterie si jamais ça a bougé. Et puis voilà, on fera le bilan de tous les contrats, tous les chiffres du salary cap, etc. Faire une sorte de bilan et voir un petit peu à quoi s'attendre cet été. Et puis il y aura aussi des Windy City Stories qui vont tomber prochainement, donc restez à l'affût. En attendant, continuez de bien vous porter et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.